Bienvenue à toi dans l'émission Micro-Canap. Quand on parle de laïcité en France, de quoi parle-t-on? Quels sont ses principes? Comment est-ce qu'on l'applique? Quelles sont les sources des débats actuels à ce sujet? Pourquoi est-ce que le principe de laïcité est si flou? C'est les questions que je veux aborder avec toi aujourd'hui. Hey! Micro-Canap! Pour évoquer tout ça, j'ai fait appel à Fabien Marchadier, professeur de droit à l'Université de Poitiers. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous avez organisé l'an passé un colloque à l'Université de Poitiers consacré à la laïcité en tant que limite à la liberté religieuse. Et vous avez écrit un livre avec une consoeur qui s'intitule « Le blasphème dans une société démocratique ». Vous êtes donc spécialiste sur le sujet d'aujourd'hui, donc je vous remercie d'être venu. Merci pour votre invitation. Avant de commencer, j'aimerais aborder quelques points de vigilance. Ce sujet est complexe. Cette interview ne peut être qu'un condensé lorsqu'on aborde un sujet aussi vaste et compliqué qu'est la laïcité en France. Mais si vous voulez plus de contexte, j'ai sorti une vidéo sur l'histoire de la laïcité en France. Je vous mets le lien en description, ça peut être assez pratique pour comprendre mes questions d'aujourd'hui. Dernier élément de précaution, et cela concerne YouTube et son espace commentaires. Je compte sur vous pour que le cadre reste respectueux envers chacun et chacune, et je supprimerai bien évidemment les insultes ou autres. J'aimerais souligner un dernier point, et là c'est vraiment le dernier, je suis désolée, l'introduction d'aujourd'hui est assez longue. J'ai contacté le rectorat de Poitiers qui n'a pas souhaité participer au tournage, évoquant des problèmes avec certaines de mes questions. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul intervenant aujourd'hui. Alors le premier enjeu posé par la laïcité en France, c'est peut-être qu'il y a une absence de définition juridiquement précise. Par exemple, le mot laïcité, il ne figure dans aucun des articles de la loi de 1905. Donc c'est la loi qui organise la séparation entre les églises et l'État et qui instaure la laïcité en France. Ne serait-ce pas là l'origine des débats actuels à propos de la laïcité, selon vous ? Alors, qu'il n'y ait pas de définition juridique, ça paraît naturel dans le contexte français, parce que même le mot de laïcité lui-même, c'est un néologisme qui vient de laïque, c'est-à-dire qui n'est pas religieux. Alors, c'est pas un concept juridique, voilà, c'est d'abord une idée d'organisation des rapports entre l'État et la religion. Et la loi de 1905, c'est un aspect de cette laïcité, mais elle ne résume pas à elle seule la laïcité qu'on décrit volontiers à la française. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire, cette laïcité, c'est vraiment un concept français, et la notion de laïcité est très très peu pratiquée et très peu répandue juridiquement parlant dans les États européens, enfin même dans les États dans le monde. Il y en a juste une poignée. Bon, je les ai pas en tête, mais je crois qu'il y a la Suisse, la Belgique, la France, la Turquie. Voilà, c'est à peu près tout. Les autres États ne parlent pas de laïcité. Dans les États, les États-Unis, le Royaume-Uni, on parle de secularism. Je veux bien vous le traduire, ce mot. On parle de sécularité, voilà, vraiment de distinction sociale, de mise à distance sociale de la religion par rapport aux structures d'État, mais qui n'a rien à voir en fait avec la façon dont la laïcité a été pensée en France et qui est vraiment liée à l'histoire française. Au quotidien, personne ne sait vraiment comment la mettre en œuvre, cette laïcité, et quand j'en parle autour de moi, personne n'a la même définition. Il y a sans doute plusieurs degrés de mise en œuvre de cette laïcité. Le premier degré, c'est celui qui correspond à la neutralité de l'État et à l'impartialité de l'État. Et au sens premier, historiquement, quand on a pensé la laïcité en France, c'est aussi par opposition à un système antérieur qui était le système des religions reconnues. Voilà, il y avait un certain nombre de cultes qui avaient une existence officielle. Le culte catholique, les deux principaux cultes protestants et le culte israélite. Voilà. Et donc ce système de religion reconnue, comme il existe dans d'autres États, des religions d'État, même des États séculiers, l'Espagne, le Danemark, le Royaume-Uni, qui ne sont pas des théocraties pourtant, mais il y a une religion officielle. Bon. Et donc la laïcité s'est construite en rupture par rapport à ce régime-là, des cultes reconnus. Bon. Il s'agit surtout d'assurer une neutralité, une impartialité de l'État, ce qui fait que l'État n'a aucune religion, que les représentants de l'État n'ont aucune religion, et que les fonctionnaires peuvent avoir une religion en tant qu'ils sont des individus, mais en tant qu'ils sont représentants de l'État, ne sont pas censés afficher leur religion. Tout simplement pour assurer à tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances et leurs convictions, le sentiment d'être traités de manière totalement impartiale. Mais alors, dans notre quotidien en tant que citoyen français,
comment appliquer cette laïcité ? Alors, le citoyen français, il n'a pas appliqué la laïcité, parce que la laïcité, c'est les rapports entre l'État et la religion. Un État qui doit être... Alors ça, au sens premier. Voilà, au sens premier, c'est vraiment la neutralité de l'État, l'impartialité de l'État. Dire qu'une personne, qu'une entreprise, qu'une association doit être laïque, ça n'a pas beaucoup de sens. Une personne qui met en œuvre la laïcité, là aussi, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est reconnu aux personnes, c'est la liberté religieuse et la liberté de croyance. Dans les limites du respect de l'ordre public. Toujours dans les limites du respect de l'ordre public, mais qui est une notion aussi floue que la laïcité, et puis qui est évolutive. Moi, en tant que citoyenne, par exemple, qu'est-ce que notre régime laïque m'interdit de faire ? Rien, il vous interdit rien. La laïcité, c'est pas un principe d'interdiction. Au sens premier, c'est un principe de liberté. C'est ce qui garantit à chacun la possibilité d'exprimer, d'avoir ses propres convictions, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou autres, d'en changer, de les exprimer, alors toujours dans les limites de l'ordre public, mais la laïcité, c'est pas un principe d'interdiction. C'est, au sens premier, c'est un principe de liberté. Une loi a été adoptée en mars 2004 et cette loi, elle interdit le port de signes ou de tenues par lesquels des élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Cette interdiction de signes religieux, elle est interdite dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Pourquoi qu'à l'école et pourquoi cette interdiction finalement ? Alors on revient aux racines de la loi de 1905 et de la laïcité, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait dire que la laïcité, c'est un principe, alors il y a ce débat, la laïcité inclusive, exclusive. Bon, voilà, on est dans une phase d'apaisement. Voilà, aujourd'hui, on a le recul d'un siècle par rapport à la loi de 1905, où on se dit, la laïcité, c'est un principe de tolérance, c'est un principe de coexistence, mais ça, c'est la reconstruction qu'on en fait, parce que la laïcité, principe de tolérance et d'impartialité et de neutralité de l'État, ça a toujours été un combat. La loi de 1905, aujourd'hui, tout le monde est d'accord, mais en 1905, il faudrait se replonger dans les débats à l'Assemblée nationale à propos de cette loi, mais qui a divisé la société. Du point de vue des républicains et du camp du républicain, il y avait quand même deux lignes. Une ligne qui a fini par l'emporter et qui était plutôt accommodante, c'est-à-dire la ligne qui était défendue par Aristide Briand et Jules Ferry, qui étaient plutôt des anticléricaux, voilà, mais il y a quand même cette idée d'anticléricalisme, voilà. Et la ligne défendue par Émile Combes, qui était président du Conseil, et lui qui était plus radicalement anticatholique. Voilà. Et Émile Combes, mais là aussi ça fait écho un peu avec la question que vous me posez avec la loi de 2004, Émile Combes, lui, voulait interdire les processions dans la rue, il voulait interdire le port de la soutane, il était beaucoup plus radical. La laïcité, ça a aussi été un combat. Pour contextualiser, vers 1900, il y avait quand même une montée de l'antisémitisme en France, il y avait l'affaire Dreyfus. Exactement, c'était exactement. Vraiment, Et Combes voulait éradiquer définitivement le parti de la réaction, ceux qui avaient pris parti contre le capitaine Dreyfus. Oui, c'est le combat des républicains contre cette France catholique qui depuis 1789 a subi quand même en France une vague de sécularisation, de laïcisation. Depuis la Révolution française. Oui, depuis la Révolution française, parce que la laïcité à la française, elle commence en 1789. Un des événements qui a accompagné la Révolution, ça a vraiment été une entreprise de déchristianisation de la société pour faire triompher la liberté et l'émancipation des citoyens. Et alors, pour revenir à la question, pourquoi finalement une interdiction à l'école pourquoi une interdiction à l'école ? Alors donc, si on revient sur la construction de cette laïcité avant la loi de 1905, un des éléments de la laïcité à la française, c'est quand même d'avoir mis l'Église hors de l'école. L'école, avant Jules Ferry, laïque, gratuite et obligatoire, cette école, elle était assurée par les congrégations religieuses. Finalement, cette loi de 2004, elle réinstaure ses premières idées concernant la laïcité en France ? Plus ou moins, disons que dans un sens, avoir une école publique qui n'est pas religieuse, ça concerne le contenu des enseignements et ceux qui enseignent. Bon. Donc là, ça participe de cette idée d'impartialité, de neutralité de l'État, ce qui n'a pas empêché le développement d'une école dite libre, donc religieuse, également financée par des fonds publics, ce qui montre aussi que la laïcité et la séparation de l'Église et de l'État, qui ne finance ni ne subventionne aucun culte,
Là aussi, il y a des accommodements qui existent. Il y a eu la loi Debré, il y a eu la loi de Vaquet en 84. Ce combat ultime de la laïcité qui voudrait justement ne plus financer l'école privée, je crois qu'il a été perdu pour longtemps, pour des décennies, avec ce qui s'est passé au milieu des années 80. Alors pour recontextualiser, dans les années 80, il y a eu beaucoup de débats concernant des ports du voile, je crois. Ouais, alors voilà, ce dont je parlais, c'était vraiment le 84 de Vaquet, la tentative de couper les financements à l'école privée, et puis après 89, il y a eu l'affaire des filles voilées de Creil, qui a rouvert un débat, l'école publique, ce lieu de neutralité où comment appliquer la laïcité. C'est ça, parce que au-delà, c'est pas simplement les questions religieuses, c'est aussi les questions politiques. Le problème de la neutralité de l'école et du comportement que doivent avoir les élèves, c'est pas que la question religieuse. C'est aussi les débats politiques qui, normalement, s'arrêtent aux portes de l'école. Chaque décennie a ses difficultés. Et depuis la fin des années 1980, la difficulté, oui, effectivement, c'est le port du voile. Bon, aujourd'hui, la baya, et qui met en lumière une religion en particulier. Bon, ça, c'est... Voilà, les débats et l'actualité se focalisent sur ces aspects-là. C'est pas parce que ça se focalise que ça ne concerne que cette religion, vous voyez. Et sur la question des rapports de laïcité, de savoir si c'est apaisé, s'il y a des rapports apaisés avec la religion, je crois qu'il y a aussi deux façons d'envisager la question. C'est est-ce que la laïcité a évolué, a changé, est devenue beaucoup plus agressive envers les personnes, ou est-ce que c'est la manifestation et l'expression religieuse qui a changé et qui est devenue beaucoup plus agressive, beaucoup plus revendicatrice et qui par ses outrances, ses revendications, se heurte à un moment à la laïcité qui, jusqu'à présent, avait posé une frontière, mais qui n'avait pas encore été approchée. On est dans une société de revendication, de toute façon, j'ai l'impression, parce qu'on est dans une société de l'image. Oui, donc, de l'image, de la revendication. Oui, et puis du culte personnel aussi. Donc pour revenir à... Pardon, je veux juste que ce soit clair. Donc par rapport à cette loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux à l'école, au collège, au lycée, à la base, la laïcité, c'est une neutralité de la part des enseignants, des fonctionnaires, et non pas des élèves. Exactement. Pris au sens strict d'impartialité et de neutralité de l'État, cette loi, elle a pas de sens. Il est difficile de la rattacher à ce sens originaire de la laïcité. Parce que là, ce qu'on est en train d'imposer par cette loi, c'est une neutralité non pas du service public et des agents du service public, mais des usagers du service public. Puis ça s'étendra après avec la burqa dans l'espace public. Enfin, l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, donc on ne nomme pas un vêtement en particulier. Même si il n'y a aucun doute sur le sens de la loi, sur les origines de la loi. Mais ça revient à dire qu'effectivement, les usagers du service public de la voirie sont tenus à de la neutralité. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment une modification ou une mutation du concept de laïcité, alors que Émile Combes lui-même, en 1905, dans les débats parlementaires, lui, il n'avait que ça en tête, c'est-à-dire une neutralité de l'espace public. Il voulait plus de religion dans l'espace public. Donc ça veut dire que, par exemple, je passe dans une rue quand je vais au travail et il y a une croix religieuse dans un coin de rue, ça veut dire que ça aurait été enlevé? Alors, oui, il y a une croix, mais... c'est un signe religieux pour moi, par exemple. Oui, c'est un signe religieux, bien sûr, mais bon, il y a pas de... Je veux dire, c'est pas l'État qui s'incarne dans cette croix, même si c'est l'espace public. Dans l'espace public, il y a des églises, il y a des mosquées, il y a des synagogues, il y a des temples. Voilà, ça c'est l'expression de la liberté religieuse. Justement, la laïcité, c'est de permettre dans l'espace public, et au-delà de la sphère privée, mais c'est dans l'espace public la coexistence de toutes les religions et de toutes les croyances. Donc de toutes les identités. De toutes les identités, oui. Est-ce qu'on peut finalement, après tout ce qu'on vient de dire, simplement définir notre régime laïque français comme une séparation entre la sphère privée et la sphère publique et entre l'État et la religion? Alors, pas tout à fait sphère publique, sphère privée, parce que la religion, c'est pas simplement le fort intérieur, c'est pas simplement en soi, c'est pas simplement une opinion. La religion, c'est aussi se relier aux autres et donc pouvoir manifester et exprimer sa religion en public, donc dans les limites de l'ordre public.
Donc c'est pas vraiment une séparation sphère publique, sphère privée, ce serait ou espace public, espace privé, c'est vraiment neutralité de l'État et liberté individuelle. Je sais pas si ça paraît plus clair, mais... je pense que quand on parle de laïcité, rien n'est clair. Oui, de toute façon. De toute façon. Oui, la laïcité, c'est d'abord une impartialité de l'État, voilà, et des fonctionnaires. Justement, la laïcité, elle n'interdit pas les relations et les échanges entre l'État et les représentants d'une religion. Non ? Non, non. Non, elle n'interdit pas. Les religions sont des phénomènes sociaux, disons qui correspondent à l'identité de centaines de milliers, voire enfin tout dépend de l'importance du groupe religieux, mais voilà, c'est une signification sociale, c'est un phénomène social, c'est une organisation sociale. Un politique ne peut pas ignorer ce phénomène, c'est pas possible. Mais alors pourquoi c'est mal perçu, surtout en France en tout cas, c'est très mal perçu quand le président de la République reçoit le pape ou l'imam de France? Je ne sais pas si c'est si mal perçu que ça. Alors quand il reçoit un représentant religieux comme il recevrait un représentant syndical ou un représentant associatif. Ce qui peut poser un peu plus de difficultés, c'est le président ou un élu qui va se rendre, qui répond favorablement à une invitation, mais même ça se fait. Enfin, le dialogue, parler avec les représentants religieux en tant que représentant d'un groupe social, devrait pas être un problème. Non, ce qui peut commencer à être un problème, c'est lorsque l'élu va adopter les codes de cette religion pour entamer un dialogue. Ça, c'est un peu plus problématique. Je ne comprends pas bien l'intérêt, je ne sais pas, pour un ministre ou le président, un ou une, de revêtir une kippa ou un voile. Là, ça me paraît curieux. Ça me paraît curieux. D'autant plus que le principe de la laïcité, c'est la neutralité c'est ça. Mais bon, après, il y a beaucoup de confusion aussi. Oui, parce que derrière la laïcité, dès lors que l'on va porter atteinte à une religion, justement, aujourd'hui, il y a cette difficulté enfin, en tant que républicain, même si le terme a été tellement galvaudé à force d'être répété, mais là aussi, un républicain, je pense que c'est comme laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une espèce de peur, en fait. Il y a une espèce de peur, parce que quand on parle de laïcité, on touche les questions religieuses, et derrière les questions religieuses, on met, à mon avis, à tort, des questions ethniques. Bon, déjà, mettre des questions ethniques derrière des questions religieuses, c'est le premier pas du racisme. Voilà. Cette espèce de raccourci qui commence à dire islam égale arabe, c'est quand même très très curieux. Il n'y a pas que des musulmans en Afrique du Nord. Être arabe ne veut pas dire être musulman. Être arabe ne veut pas dire être musulman. Il y a des arabes laïcs, agnostiques, athées. Et islam ne veut pas dire extrême religieux non plus. Ah non plus. Et puis islam en soi, c'est aussi flou que chrétien. Il y a tellement de courants dans l'islam, comme il y a tellement de courants dans la chrétienté, que voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce sont vraiment des raccourcis. Mais voilà, il y a cette peur quand même, quand on va toucher sur les questions de la laïcité et commencer à parler de neutralité, de limite à la liberté religieuse, il y a cet épouvantail du racisme qui est agité et qui fait pas progresser les discussions, en fait, qui tétanise. J'avais une question à ce sujet-là. L'amalgame laïcité, racisme, est-ce que être laïque, c'est être raciste? Parce que parfois, j'entends des choses comme ça dans la rue, donc je me pose des questions. Je voulais soulever cette question-là. Moi, je me pose des questions sur ceux qui se posent la question. Parce que parce que laïcité égale racisme, quel est le cheminement? Comment on en arrive en fait à laïcité égale racisme? Parce que si laïcité égale racisme passe par tout un tas d'impensés, c'est-à-dire la laïcité n'est plus un facteur d'épanouissement ou d'exercice de la liberté religieuse, mais un facteur de limitation de la liberté religieuse,
Bon, mais enfin, ce qui est le cas depuis l'origine, en fait. Hein. Oui, ça limite l'impact de la religion sur la société. Donc dire que c'est un racisme, c'est penser que la laïcité va heurter certaines convictions religieuses et que derrière cette conviction religieuse, on y met une ethnie ou une race ou un profil particulier. Enfin, c'est singulier hein, de penser à ce type de questions. Tout à l'heure, vous évoquiez plusieurs régimes laïques, en évoquant par exemple donc, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Quelle est la spécificité de notre régime à nous? C'est vraiment cette idée de neutralité. Alors, bon, je ne suis pas un spécialiste des formes que prend spécialement la laïcité au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Bon, je peux donner 2 exemples. Alors, les exemples, ça ne fait pas une théorie. C'est vrai que ça ne va peut-être pas permettre de saisir vraiment la spécificité du régime français. En France, les fonctionnaires ne doivent pas afficher leurs convictions religieuses. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, il n'y a pas de difficulté en fait. Que des policiers peuvent afficher un turban sikh, par exemple, que des fonctionnaires peuvent porter le voile. Bon, en France, alors je ne sais pas si tous les fonctionnaires sont concernés, mais en France, ce serait absolument inconcevable d'arriver à ce type de solution. Après, il y a la question du blasphème. Voilà, ça c'est un des aspects de la laïcité à la française. On ne peut pas être condamné pour la notion de blasphème. Ah non, on ne peut pas être condamné pour blasphème. Non. Alors qu'en Irlande, aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, en Espagne... Pologne. Et en Pologne, oui. Ça peut être puni par la loi, mais alors par contre, de quelle manière? Amende, au moins amende, peine privative de liberté peut-être. De toute façon, il n'y a pas de culte reconnu. Il ne peut pas y avoir d'outrage à la divinité qui pourrait être sanctionné en France. Et donc, le seul endroit en France où le blasphème... Alors, je crois que ça a été réformé, mais le seul endroit où en France le blasphème était puni, c'était en Alsace-Moselle, là où régnait encore le régime concordataire. Et le code pénal sanctionnait le blasphème, même si à ma connaissance, il n'y a jamais eu de condamnation. Mais l'outrage à Dieu, la diffamation d'une religion, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a simplement la discussion, enfin encore qu'on peut discuter justement, si la laïcité a du sens, c'est précisément la possibilité de pouvoir discuter les fondements d'une religion. D'autant plus que le mot blasphème, si j'ai bien compris et si j'ai bien fait mes recherches, là aussi, hein, c'est important de nuancer, je ne suis pas experte dans tous les domaines, le blasphème, cette définition a changé au fil des siècles. Oui, alors c'est-à-dire que le blasphème, c'est l'outrage ou l'offense qui est faite à quelque chose qui est sacré, mais c'est pas forcément une connotation religieuse. Aujourd'hui, on a ce sens religieux. Voilà, le blasphème, c'est l'outrage à la divinité. Discuter la Trinité, c'est un blasphème. Savoir si Jésus est un apôtre ou une divinité, c'est un blasphème. Fils de Dieu ou un être humain, enfin voilà. Mais on parle de ça, ça me fait penser. Alors moi, j'ai fait mes études à Paris. J'habitais à côté de Charlie Hebdo. J'ai vu les frères Kouachi en bas de chez moi avec leurs armes. Pourquoi ça heurte autant en tant que citoyen français? C'est un autre aspect de la laïcité, c'est que aujourd'hui, avec le retour du religieux, on a le sentiment que la croyance religieuse est au-dessus de tout. Elle est plus respectable qu'une autre croyance, mais elle n'est pas plus respectable. C'est une croyance comme une autre, qui est respectable comme une croyance, mais qui n'est pas au-dessus des autres. Oui, l'humour, la dérision, la discussion, la contestation des fondements, enfin ça fait partie du débat démocratique. Hein, donc que ça heurte, oui, bien sûr, la liberté d'expression, justement, elle est là pour garantir des propos qui peuvent heurter, qui peuvent choquer, qui peuvent inquiéter, mais c'est le cœur d'une société démocratique. Ça favorise le débat, le dialogue, les discussions, mais auxquelles un certain nombre de personnes sont pas prêtes. Mais vous voyez, par exemple, les discussions qu'ont suivi les attentats avec un certain nombre de personnes qui discutaient sur les plateaux en disant que oui, mais attention, tout ça, ça participe d'une lecture extrême de la religion. Mais ça veut dire que c'est qu'une question de degré, en fait. C'est pas une question de nature, c'est juste une question de degré. C'est une lecture plus ou moins radicale de la religion qui arrive à ce type de réaction. Moi, je trouve ça inquiétant, moi, hein, si c'est pas un problème de nature, mais juste un problème de degré. Donc,
Bon, c'est-à-dire qu'on peut être plus ou moins porté à ce type de violence. Donc c'est un vrai problème avec la liberté et aussi avec l'émancipation, parce que ça c'est l'autre degré en fait de la notion de laïcité. Est-ce qu'on peut avoir une vision, la première qui est strictement une neutralité de l'État, ou alors on peut avoir une vision de la laïcité qui cherche justement à émanciper les individus. Et l'émancipation des individus, c'est précisément pouvoir tourner le dos aux religions et pouvoir se détacher totalement de la religion et d'une vision religieuse de la société. Et puis d'ailleurs laquelle ? Enfin, des religions, puisqu'elles sont toutes à égalité. Si on prend, toutes les religions ne sont pas d'accord sur les mêmes choses. Donc on ne pourrait pas vivre au rythme de plusieurs religions. Il en faudrait une, mais alors laquelle ? Prenez le débat sur le mariage ouvert aux personnes de même sexe. La manif pour tous montre aussi que la sécularisation de la société et cet aspect de la laïcité a quand même posé un problème. Le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est pas ça. Au nom de qui décide ce qu'est le mariage ? Il y a une version ou une institution du mariage dans l'Église catholique, chez les musulmans, et puis il y a le mariage qui est défini par l'État, c'est tout. Je veux dire, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas de problème. Il y a eu des débats et des manifestations pendant 1 an, je crois. Hein. Mais c'était d'une violence extrême. Et puis, la loi a été adoptée en mai 2013, donc oui, à partir de 2012-2013, il y a eu ces manifestations, des réactions politiques. Alors là, pour les 10 ans de la loi, là, elles ont été rediffusées avec les hommes politiques qui regrettent aujourd'hui d'avoir eu ces propos outranciers. Donc là, ils n'ont pas respecté le caractère laïque de notre régime, finalement. Alors, non, si, ils peuvent. Si, ça peut être. Voilà, c'est une conception du mariage qui peut être imprégnée de religion. Alors après, que les règles de droit ont un fond de morale et se retrouvent aussi. On peut leur trouver une inspiration religieuse. Donc il n'y a pas une séparation nette et complètement étanche. Non. Ce qui a été véritablement choquant, c'est Christine Boutin qui arrive avec une Bible à l'Assemblée nationale au moment de l'adoption de la loi Pax. Bon, mais il faut quand même aussi penser que la laïcité, effectivement, vous parliez de la liberté d'expression, de la possibilité de blasphémer, mais il faut aussi mettre au compte de la laïcité, de la sécularisation, un certain nombre d'institutions qui paraissent, alors oui, normales aujourd'hui, mais peut-être un peu moins, mais qui sont aussi des offensives de la laïcité contre les religions. La libéralisation des contraceptifs en vente libre, aujourd'hui ça paraît naturel, mais dans les années 60, c'était un scandale. Il a fallu du courage pour pouvoir adopter la loi Neuwirth. L'IVG, alors l'IVG aussi on croyait acquis, mais oui, aux États-Unis, voilà, il y a la garantie constitutionnelle de l'IVG a été remise en cause. Donc, ce sont des combats, des avancées sociales qu'on pensait acquises, et on ne pense plus à cette idée de est-ce que c'est lié à la sécularisation, à la laïcité ? Non, c'est comme ça. C'est dans le paysage d'un État républicain démocratique, mais pas du tout. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on oublie de rappeler le caractère de notre régime laïque et pourquoi on en arrive à ces débats et à ces prises de décision qui sont laïques, en fait, mais qui, pour autant, viennent heurter, effectivement, des croyances religieuses. Oui, mais peut-être qu'il faudrait renseigner ou rappeler que la laïcité, oui, c'est une neutralité de l'État, mais qui s'est construite contre la religion et contre l'emprise d'une religion, à l'époque la religion catholique, sur la société. Qui tenait les registres d'état civil ? Qui célébrait les mariages ? Qui procédait aux offices ? Mais oui, l'Église. Et la laïcité a consisté d'abord pour l'État à récupérer toutes ses prérogatives. Alors cette émission sort en 2 parties, donc pour écouter la suite, rendez-vous jeudi prochain sur toutes les plateformes de streaming. En tout cas, merci à toi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour rappel, le podcast sort en version vidéo sur YouTube, mais aussi en version audio sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et d'autres plateformes de streaming. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à suivre Microcanap sur Instagram et TikTok. Je te retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Microcanap!